Oui, Ah, voilà. Donc, alors, nous commençons à filmer, Hilaria. oui, très bien. Euh, donc, alors, pardon, excuse-moi, j'ai fait une bêtise. Je vais faire le partage d'écran. Voilà, je te Oui, laisse la main. Donc, oui, alors, je pense que bon, la plupart de nos étudiants sont présents. Donc, nous accueillons Madame Ilaria Splendorini, que vous ne connaissez pas parce qu'elle est professeure d'italien. Donc, on ne croise pas souvent les italianistes, hein, surtout depuis les années Covid. Et donc, Ilaria, nous avons collaboré avec elle pendant très longtemps. Et puisque lors de notre dernier master tourisme, en fait, elle intervenait régulièrement sur les questions patrimoniales concernant l'Italie. Et je l'ai invitée, je remercie Brisida parce que tout le travail d'invitation, vraiment, elle a fait un gros travail. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans le travail de Madame Splendorini, c'est que à travers ses méthodes d'analyse, en réalité, nous pouvons ensuite lire aussi notre art au Portugal, puisque l'art au Portugal a été beaucoup influencé par l'art italien. Et donc, ce n'est pas seulement une italianiste, en fait, que nous écoutons souvent, c'est quelqu'un dont nous pouvons utiliser les méthodes pour les appliquer à nos propres lectures. Et ça, vraiment, j'ai toujours trouvé passionnante tes interventions. J'ai toujours beaucoup appris avec tes conférences. Et donc, j'espère voilà, que tu pourras aujourd'hui nous expliquer en fait tes méthodes de travail. Alors souvent, nous demandons aux conférenciers de commencer par une petite présentation de leur parcours, comment ils ont commencé et comment ils sont arrivés en fait à ce genre de recherche avant que donc ils puissent après nous présenter les résultats de leur recherche et de leur travail contemporain. Voilà, je te laisse oui. la parole, Hilaria. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup Ernestine. Donc, vraiment, merci aussi à toute l'équipe hein, de la chaire Eduardo Lorenzo de m'avoir proposé d'intervenir à l'occasion de cette troisième session hein, des séminaires interuniversitaires. Alors, comme Ernestine l'a rappelé, moi je suis italianiste, j'ai une formation plutôt littéraire. Donc j'ai travaillé vraiment plutôt sur la littérature du XXe siècle et en particulier donc sur un auteur qui s'appelle Elsa Morante, hein, un auteur du XXe siècle italien. Mais depuis très longtemps, voilà, vraiment, je suis passionnée d'histoire de l'art. J'ai suivi des formations non académiques hein, en histoire de l'art, des cours à droite et à gauche, et donc, on va dire depuis une dizaine d'années, voire un peu plus, même une quinzaine d'années, de plus en plus, voilà, mes recherches portent vraiment sur l'histoire de l'art, parfois les rapports de la littérature à l'histoire de l'art, mais le plus souvent, vraiment, c'est voilà, des sujets qui ont trait à l'histoire de l'art, à l'iconographie hein, plus particulièrement, entre on va dire 15e, 14e, un petit peu 15e et jusqu'au 17e. Hein, voilà. Donc, ces toutes dernières années, j'ai un peu plus travaillé sur le 17e d'ailleurs. Et donc voilà, hein, donc ensuite voilà, je suis intervenue effectivement pendant 5 ans hein, dans le cadre du master tourisme, langue et patrimoine. Hein, ça a été une très belle expérience, une très belle aventure, donc qui s'est terminée, mais qui m'a vraiment énormément apporté et j'ai d'ailleurs vraiment aimé préparer un certain nombre d'interventions, de séminaires hein, dans le cadre des journées d'études organisées par Ernestine Carrera et puis par justement les collègues du master TLT. Donc voilà, aujourd'hui, moi, je comptais vous parler de quelque chose donc, sur laquelle je suis déjà intervenue par le passé, un sujet sur lequel j'ai déjà travaillé, qui est vraiment la naissance du paysage rural dans la peinture italienne du XIVe et du début du XVe siècle. Hein. La période des peintres qu'on appelle souvent les primitifs italiens, donc dans une acception un peu large, donc voilà, les peintres hein,
notamment de la fin du XIIIe et du XIVe siècle, hein, qui peignent à une époque qui précède vraiment la saison de la grande Renaissance, de la Renaissance en peinture. Alors, je vais peut-être commencer tout de suite par partager l'écran si j'ai la main, comme ça je vais vous donc montrer directement le PowerPoint que j'ai préparé. Alors, j'espère que vous me direz si vous arrivez à le voir, hein, s'il y a un souci, vous me le signalez. Alors en fait, donc, je vais simplement introduire très rapidement donc, le sujet. Alors, la naissance de la peinture rurale, du paysage rural, plus exactement. Alors, la peinture de paysage, bien sûr, existe depuis toujours, presque, j'aurais envie de dire, et, mais avec la fin de l'orientation naturaliste, caractéristique de l'art romain, durant une grande partie du Moyen-Âge, la présence de la nature et du paysage dans les arts figuratifs devient de plus en plus marginale. Alors, en Italie, les représentations paysagères sont bien entendu présentes dans l'art byzantin, l'art figuratif byzantin, à partir déjà du VIe siècle et jusqu'à une époque assez tardive, jusqu'à pratiquement au début du XIVe siècle. Mais alors, il s'agit souvent de représentations paysagères fortement stylisées. Dans les mosaïques, nous verrons tout à l'heure un exemple, celui que vous avez sous les yeux, dans les icônes, les tableaux byzantins ou d'inspiration byzantine. Et donc, bien sûr, ce sont des paysages au rendu schématique, on peut même dire au rendu antinaturaliste, que ce soit au niveau des arbres, des montagnes, la présence d'éléments végétaux, donc des éléments végétaux qui ont souvent des formes géométriques, presque abstraites, raffinées certes, mais presque abstraites, et qui ont une valeur avant tout décorative, c'est-à-dire qu'ils contribuent à rendre plus agréable, plus animée la scène représentée, et ces éléments naturels servent un petit peu de faire valoir de toile de fond à la narration, à la scène qui est représentée. Alors, à partir déjà, on va dire, de la fin du milieu même, je pourrais dire, du XIIIe siècle et surtout de la fin du XIIIe siècle, a lieu une véritable redécouverte, une redécouverte progressive d'un paysage de plus en plus concret, réaliste, vivant. Et donc, cette redécouverte progressive a lieu justement dans la peinture italienne, des primitifs italiens à partir donc vraiment de la fin du XIIIe, du début du XIVe siècle. Alors, pourquoi cette redécouverte? Il y a plusieurs facteurs qui concourent à cette redécouverte. Alors, pour faire rapide et simple, alors tout d'abord, l'essor de l'économie agricole de marché, qui est favorisée justement par la civilisation communale en Italie, l'essor des communes. Ensuite, l'importance qu'occupe le paysage, les phénomènes naturels en général dans la poésie italienne de cette époque-là, du milieu du XIIIe et jusqu'au début pratiquement du XIVe, ce qu'on appelle la poésie du dolce stile nuovo, la poésie style noviste, dont Dante est bien sûr le représentant le plus illustre. Et enfin, cette redécouverte du paysage s'explique aussi sans doute par l'influence du message franciscain de saint François d'Assise, qui, dans son Cantique des créatures, justement, célèbre la beauté et la bonté de la nature et de la création, donc de la nature et des animaux en tant que reflet de la beauté et de la bonté de Dieu. Alors, c'est justement dans la peinture des primitifs italiens que se trouvent, nous le verrons, quelques-uns des paysages ruraux parmi les plus intéressants, je dirais, de toute la peinture italienne.
Alors, il s'agit de paysages vraiment très vivants, foisonnants de détails à la fois minutieux et pittoresques, qui nous renseignent également sur la vie agricole de l'époque. Et c'est là tout l'intérêt aussi. Hein. Ces tableaux ou ces fresques ont une valeur aussi historique, documentaire. Et nous en parlerons justement. Alors, il est important de souligner que cette peinture de paysage, bien sûr, n'est pas une peinture de paysage pure, c'est-à-dire en tant que sujet autonome. Il s'agit toujours de paysages qui servent à, comment dire, à raconter une histoire. Et donc, il faudra attendre vraiment le XVIIe siècle hein, pour avoir une peinture de paysage autonome hein, en tant que sujet principal et unique même du tableau, hein, de l'œuvre picturale. Donc, le XVIIe siècle, début du XVIIe siècle, d'ailleurs, ça commence dans les Flandres et ensuite ça arrivera un peu plus tard en Italie. Alors, pour expliquer l'apparition de ces premiers paysages ruraux, il va falloir remonter un petit peu dans le temps, c'est ce que nous allons faire, afin de montrer l'évolution d'une peinture de paysage qui, au départ, est encore très générique, marquée justement par l'influence de la manière byzantine, mais qui déjà à partir du début hein, du XIVe siècle va commencer à évoluer vers une représentation de la nature et du paysage de plus en plus précise et concrète, et donc va évoluer aussi vers un paysage véritablement rural. Alors la toute première œuvre hein, que je voulais vous montrer, donc qui nous sert un peu de point de départ, c'est cette... Hilarie, excuse-moi, est-ce que tu pourrais passer en grand écran? Ah oui, bien sûr, excuse-moi, je vais essayer. Alors, si j'arrive, alors je ne suis pas sûre de savoir. Alors oui, pardon, voilà. Tu as absolument raison, pardon. Effectivement, comme ça, vous verrez beaucoup mieux. Alors, il s'agit donc d'une mosaïque, hein, donc de la fin du XIIe siècle, qui se trouve à l'intérieur de la cathédrale de Monreale, en Sicile, hein, près de Palerme. Et qui fait partie d'un cycle des histoires de la Genèse. Alors, elle est l'œuvre d'artistes grecs hein, appelés par les souverains normands qui règnent à cette époque-là en Sicile pour décorer leurs résidences et aussi, bien sûr, les églises et les cathédrales qu'ils ont fait ériger sur l'île hein, en Sicile. Alors, on voit tout de suite que ce qui nous frappe, hein, c'est vraiment la transposition géométrique des formes naturelles, l'apparence fortement stylisée du paysage, hein, qui sont vraiment caractéristiques de cet art byzantin. Alors, il s'agit d'un processus d'abstraction dans lequel la nature, les arbres, les fleurs, la montagne, sont avant tout des images mentales, c'est-à-dire des idées, la représentation visuelle d'un monde qui est le reflet de la perfection divine. Donc, le paysage sert ici à agrémenter la narration. C'est un paysage, encore une fois, décoratif avant tout, et c'est la raison pour laquelle les éléments naturels ont cette dimension, encore une fois, décorative, hein, caractérisée par un grand raffinement formel. Et ce décorativisme abstrait est inspiré bien sûr des manuels de botanique médiévaux hein, de l'époque, mais aussi des tapis orientaux, des broderies, enfin voilà. Donc c'est un décorativisme abstrait, encore une fois, qui est particulièrement évident ici, si vous voyez, dans le traitement des arbres en particulier, dont le feuillage plat hein, ressemble à une feuille monumentale, hein, une feuille décorée à l'intérieur par une trame d'éléments végétaux et ornementaux stylisés, encore une fois. Alors, vous remarquerez aussi le fond doré, le fond or, qui est vraiment omniprésent dans les mosaïques et les icônes, les tableaux byzantins ou d'inspiration byzantine. Le fond doré, bien sûr, immatériel, abstrait, symbolise la présence de la lumière divine hein, qui irradie la scène. Alors,
l'œuvre suivante, donc, qui s'inscrit un petit peu dans la continuité de celle qu'on vient de voir, présente cependant quelques éléments de nouveauté. Alors, il s'agit donc d'une entrée de Jésus à Jérusalem, qui date des années 1260-1265. Alors, c'est une tempéra sur toile. Alors, ici, donc, c'est l'œuvre de Guido da Siena. Guido da Siena, donc c'est un peintre siennois, bien sûr, qui est vraiment considéré comme le plus grand maître du Hilaria, Novecento Hilaria, siennois. excuse-moi, Oui. l'image n'est pas passée. Ah, vous ne la voyez pas? On est toujours sur la première. Sur la première. Alors, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas passée. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, écoutez, je vais faire comme ça. On va faire comme ça, donc ça ira, ça va peut-être plus simple. Et je vais à chaque fois. Est-ce que là, vous la voyez? Oui, oui, oui. Oui, voilà. Alors, à chaque fois, je vais sortir et rentrer. Ça sera plus simple. Sinon, effectivement, j'ai peur que ça ne marche pas. Alors, voilà, donc Guido da Siena, qui est considéré, comme je disais, le plus grand maître du XIIIe siècle siennois, hein, de la deuxième moitié surtout du milieu même du XIIIe siècle. Et alors la représentation du paysage est encore influencée par la manière byzantine, mais alors il s'agit donc d'un paysage informé par une suite de montagnes escarpées qui sont rendues de façon très schématique. Le fond est doré, encore une fois. Mais la nouveauté, c'est que ici, ces montagnes sont disposées sur des plans qui s'étagent en profondeur, qui s'échelonnent en profondeur, et qui suggèrent un espace profond, en tout cas, voilà, qui veulent donner l'illusion de profondeur. Et cette profondeur est soulignée par la diversité des couleurs de ces montagnes, le clair-obscur et la rangée de personnages disposés entre les reliefs, comme vous pouvez voir ici, des personnages qui paraissent descendre le long d'une gorge étroite. Alors, toutefois, cette recherche de profondeur spatiale est contredite par plusieurs éléments. Tout d'abord, les proportions uniformes des personnages, qui ont les mêmes proportions en bas et tout en haut des montagnes. Donc, ensuite, un autre élément qui contredit cette recherche de profondeur et de réalité, de réalisme, je devrais dire, c'est la disproportion entre les montagnes et les arbres au sommet, qui devraient être en réalité beaucoup plus petits puisqu'ils sont vraiment en hauteur, alors que ce n'est pas le cas. Par la présence aussi du fond doré, un fond abstrait, immatériel, qui aplatit la scène, justement, et enfin par le faible modelé des rochers, des montagnes, qui est suggéré simplement par des rots blancs, comme on peut le voir ici, des rots blancs qui confèrent à ces reliefs une dureté un petit peu métallique. Et la végétation, bien sûr, elle-même est très schématique et stylisée. Alors, je passe à l'œuvre suivante, au tableau suivant. Alors, il s'agit ici donc de deux scènes tirées de la vie, bien sûr, du Christ. Alors, qui sont l'œuvre donc d'un peintre, un des très grands peintres, là aussi, de la deuxième moitié du XIIIe et du début du XIVe, un peintre siennois, Duccio di Buoninsegna, connu tout simplement comme Duccio, alors qui représente ici donc deux scènes alors superposées, l'arrestation du Christ tout en haut et avant, dans l'ordre chronologique, c'est la scène du bas, le Christ donc au mont des Oliviers. Alors, il s'agit d'un panneau qui fait partie d'un ensemble beaucoup plus vaste de 26 scènes relatives donc à la passion du Christ, qui sont situées au dos d'un retable, du retable de la Maestà, la Vierge en Majesté, qui est le chef-d'œuvre de Duccio. Et alors, l'influence byzantine est encore manifeste, encore une fois, à travers la présence du fond doré, à travers le rendu partiellement schématique et stylisé du paysage.
Mais là aussi, des éléments de nouveauté très intéressants apparaissent pour la première fois. Donc, on voit s'amorcer une évolution progressive dans la définition du paysage. Et par exemple, dans le traitement des rochers, qui sont représentés comme des blocs solides et concrets, compacts, profilés grâce à l'utilisation du clair-obscur, hein, comme on peut le voir ici également. Euh, et donc, donc, un clair-obscur hein, qui dessine aussi une suite hein, de plans verticaux légèrement inclinés. Nous avons aussi la présence pour la première fois d'arbres fruitiers, hein, en particulier dans la scène du bas, donc, et d'une haie hein, aussi dans la scène inférieure, qui constitue également une nouveauté, hein, puisque ce sont des arbres fruitiers, donc ils sont davantage caractérisés par rapport aux arbres très génériques que nous avons vus précédemment, même s'il s'agit là aussi d'une même essence hein, végétale, reproduite bien sûr d'après un herbier ou un manuel de botanique médiévale. Alors, l'élément de nouveauté aussi ici, c'est que le paysage, les éléments du paysage ont une fonction clairement narrative. Alors pourquoi, donc non plus seulement décorative, mais qui est déjà narrative. Alors en fait, leur répétition, la répétition de ces éléments paysagers presque à l'identique hein, dans le registre supérieur et inférieur sert à souligner l'identité de lieu dans laquelle se déroulent les deux épisodes successifs. Et la position des arbres sert à séparer les différents moments du récit. Et elle sert aussi à souligner le rôle central de Jésus dans la narration. Par exemple, dans l'arrestation du Christ, l'arbre de droite, ici isolé sur la pente rocheuse, marque vraiment la distance physique et psychologique qui sépare hein, les apôtres en fuite, ici, du groupe central. Tandis que dans la scène inférieure, les trois arbres hein, qui entourent la figure de Jésus sur la droite, hein, qui entoure le Christ agenouillé, ainsi que le pan d'ombre hein, projeté sur la roche, contribuent à isoler Jésus du reste de la scène et donc à signifier vraiment visuellement sa solitude. Et d'ailleurs, ici, l'immobilité du Christ sert de contrepoint finalement, pardon, j'ai été trop vite. Est-ce que vous voyez toujours la... Oui. Je reviens, voilà. L'immobilité du Christ, je disais, ici, sert de contrepoint vraiment à la fuite des apôtres au-dessus, dans la scène du dessus. Alors, la présence dans la partie inférieure droite, ici, d'une haie, et des arbres fruitiers que vous voyez ici, en réalité est en revanche ici purement fonctionnelle. Elle sert vraiment à équilibrer la composition en comblant un vide. Je passe maintenant donc au tableau suivant. Enfin, c'est une fresque, ce n'est pas un tableau. Alors, voilà. Il s'agit d'ailleurs de deux fresques hein, qui font partie d'un ensemble là aussi plus vaste sur donc, la vie de Saint François d'Assise, un cycle très célèbre de fresques réalisé par Giotto, hein, donc un peintre cette fois-ci florentin, très célèbre, hein, qui est considéré un des grands génies de la peinture, non seulement italienne, mais je dirais même occidentale, un peintre hein, de la fin du XIIIe et du premier tiers du XIVe siècle. Alors, donc, ce qu'il est, deux mots simplement sur Giotto. Alors, avec Giotto, donc, une nouvelle approche hein, dans la description du réel se fait jour et aussi donc dans la représentation du paysage. Une approche qui privilégie la représentation tridimensionnelle ou à défaut concrète de l'espace et des volumes. Disons, la dimension aussi plastique des personnages, hein, des formes, et la recherche d'une continuité
entre personnages et paysages, hein, en fonction de la perception du spectateur. Alors, dans ce cycle d'assises qui retrace donc les différents épisodes de la vie de Saint François, le paysage n'est plus une simple toile de fond, mais devient vraiment un espace profond, praticable, dans lequel les personnages évoluent librement. Et pour la première fois depuis très longtemps, hein, comme vous pouvez le voir tout de suite, ici, les ciels bleus font à nouveau leur apparition, hein, dans la peinture, remplaçant les fonds or, un chers à la tradition byzantine, hein, que nous avons vu jusqu'à maintenant, y compris dans le panneau de Duccio. Alors ici, dans ce panneau avec Saint François prêchant devant les oiseaux, la végétation revêt même un rôle de premier plan dans la mise en scène de l'espace. Nous avons ici un arbre, hein, imposant sur le devant de la scène, un arbre au pied duquel se rassemblent donc les oiseaux venus écouter le prêche de Saint François. Et cet arbre acquiert vraiment des proportions monumentales et surtout, il acquiert la même importance figurative de Saint François et de son acolyte, hein, l'autre moine qui l'accompagne. Alors, même s'il s'agit d'un arbre générique, hein, il est difficile hein, d'ailleurs de dire hein, quel est exactement l'essence, peut-être un pin, mais voilà, on n'en est pas sûr. Donc, bien qu'il s'agisse d'un arbre qui est représenté encore de façon assez générique, il est toutefois cet arbre bien proportionné et décrit avec une attention, avec une grande attention. Hein. Qu'il s'agisse par exemple du tronc épais et noueux, de l'enchevêtrement des branches ou vraiment du détail des feuilles caressées par la lumière. Ici. Alors, cette nouvelle attention au paysage et aux animaux hein, est également manifeste dans un autre panneau. Alors, j'avance donc ici, qui fait partie toujours du même cycle de fresques. Hein, alors, une autre scène hein, qui représente cette fois-ci Saint François qui donne sa tunique à un pauvre, à un mendiant. Donc, alors, ici, donc, ce qui convient vraiment de souligner, ce qui est intéressant de souligner, c'est la présence cette fois-ci d'un cheval, un cheval représenté donc de façon très réaliste, en train de brouter l'herbe, et un cheval qui là aussi, comme l'arbre du panneau précédent, un cheval qui occupe donc le devant de la scène au même titre que le saint et le mendiant, donc les deux personnages principaux. Alors, donc il y a la même dignité, on va dire, représentative, figurative que les deux personnages. Alors pourquoi ce cheval est-il mis tellement en valeur? Certainement parce que ce cycle de fresques est un hommage hein, finalement à Saint François. Donc, il retrace bien sûr les principaux événements de sa vie, mais il célèbre aussi donc Saint François et du coup il célèbre le chantre hein, qu'est Saint François, le chantre du monde naturel, hein, le père antique des créatures, chantre de la beauté et de la bonté et de la dignité de toutes les créatures de Dieu, hein, qu'il s'agisse justement des plantes, des animaux, voilà, des étoiles, du soleil, de la lune, etc. Donc, bon, pour le reste, alors, le paysage n'est pas encore, bien sûr, un paysage à proprement parler rural, même si certains historiens de l'art ont interprété les arbrisseaux que l'on voit ici, qui poussent sur le flanc des deux montagnes, des arbrisseaux un peu chétifs, hein, ils les ont interprétés un petit peu comme une allusion finalement à un paysage cultivé, donc un paysage déjà cultivé par la main de l'homme, bien sûr. Alors, tout
toujours à propos de Giotto, je voulais vous montrer donc une autre fresque qui cette fois-ci fait partie d'un autre cycle de fresques qui se trouve donc non pas à Sis comme le cycle précédent, mais à Padoue, dans la chapelle des Scloveni de Padoue. Et il s'agit d'un cycle de fresques qui retrace l'histoire de la Vierge, de la vie de la Vierge et de la vie du Christ, et qui a été réalisé quelques années après le cycle d'Assise. Alors ici, Giotto fait un pas de plus par rapport au cycle précédent dans la représentation justement du paysage, qui n'est pas encore un paysage rural à proprement parler, mais Giotto ici retrace justement un épisode de vie, je dirais, pastorale finalement. Alors, si avec Giotto, la nature et les animaux entrent de plein pied dans l'art, encore une fois, ici, on ne peut pas parler de peinture rurale à proprement parler. Mais donc, Giotto relate ici un épisode de la vie de Joachim, alors le futur père de la Vierge Marie, qui donc, ici est représenté parmi les bergers après avoir été chassé du temple de Jérusalem par un prêtre parce que son mariage est toujours stérile, alors que Joachim est déjà donc assez âgé. Donc Joachim se retire dans le désert auprès des bergers et Giotto le représente ici au moment justement où il arrive, l'air contrit, donc attristé. Et nous voyons tout de suite voilà que Giotto représente un troupeau de moutons qui est en train de sortir de la bergerie. Et ce troupeau de moutons est vraiment rendu ici avec une très grande vivacité stylistique et un réalisme certain. De même que les effusions familières ici du chien, qui semble vouloir consoler son maître, consoler donc Joachim. Alors, l'œuvre suivante, donc, nous vraiment, avec l'œuvre suivante, nous vraiment de plein pied dans ce qu'on appelle déjà une ébauche peinture rurale, ce qu'on peut considérer déjà un début de peinture rurale. Alors, il s'agit donc d'une enluminure sur parchemin des années 1340 environ, qui est l'œuvre de Simone Martini. Alors, Simone Martini est un des très grands peintres siennois, là aussi du début, de la première moitié même du XVe siècle, du XIVe siècle, pardon. Et donc, c'est un peintre qui est également connu parce qu'il a peint des fresques à l'intérieur du Palais des Papes à Avignon, dont il reste encore des fragments. D'ailleurs, Simone Martini sera actif en Avignon à partir des années 1336 et à Avignon, il fera la connaissance de Pétrarque, un des célèbres poètes Pétrarque. Et donc, il peint justement cette enluminure pour orner le frontispice d'un manuscrit des œuvres de Virgile qui ont appartenu à Pétrarque. Alors, l'allégorie ici, donc cette allégorie de Virgile, renvoie précisément au contenu du manuscrit, à commencer par l'espace agreste champêtre où se déroule la scène, un espace délimité dans la partie supérieure par 3 arbres qui se détachent sur le ciel et qui symbolisent le bois sacré de Muse, au lieu de l'inspiration poétique. Et c'est là qu'apparaît Virgile, ici, la tête couronnée de laurier, qui est représentée en train de recevoir des muses, l'inspiration poétique et justement de la traduire sur le papier. Alors, en face de lui, nous voyons un personnage qui est en train de soulever un rideau. Alors, il s'agit de Servius, qui est un grammairien du IVe siècle après Jésus-Christ,
qui est vraiment un des, disons, plus anciens commentateurs, hein, un des commentateurs, en tout cas des œuvres virgiliennes. Et ici, donc, Servius est encore une fois représenté en train de soulever un rideau, dévoilant ainsi le poète au regard de trois autres personnages hein, que nous voyons ici. Alors, trois personnages qui sont donc un guerrier en armes, un donc, paysan et un berger. Alors, un paysan qui est représenté donc en train ici de tailler la vigne et un berger qui traite une brebis. Alors, ces personnages représentent bien sûr trois différentes catégories humaines, mais ils sont aussi la personnification des trois grandes œuvres de Virgile. Alors, le guerrier aîné, en réalité, renvoie à l'Énéide, le paysan au géorgique et le berger au bucolique. Alors, le sens de l'allégorie devient ainsi transparent. Le commentaire de Servius, le commentaire de Virgile fait par Servius, est capable de dévoiler la poésie de Virgile, donc aussi bien aux guerriers qu'aux paysans qu'aux bergers, c'est-à-dire à l'humanité tout entière. Alors, malgré sa dimension allégorique, cette enluminure est un des tout premiers exemples, c'est ce que je disais, hein, de peinture rurale, hein, de peinture de paysage, montrant vraiment des scènes de vie rurale et pastorale. Et le regard du peintre saisit avec je dirais, une description, une précision même descriptive extraordinaire, les moindres détails du monde naturel. Par exemple, hein, ici, l'enchevêtrement réaliste hein, de la vigne taillée, hein, au premier plan par le paysan, la consistance laineuse de la toison des brebis, le mince jet de lait hein, qui tombe dans le seau, l'écorce rugueuse hein, du tronc contre lequel est appuyé Virgile, et ainsi de suite. Donc, alors l'effet de transparence du rideau soulevé par Servius, derrière lequel se profilent deux arbres, donc ces effets de transparence hein, sont également rendus avec une virtuosité hors pair. Alors, j'en arrive maintenant à une œuvre qui est extraordinairement représentative de notre sujet. Il s'agit d'une fresque, plus exactement d'une portion de fresque hein, qui représente donc les effets du bon gouvernement à la campagne. Oui, vous la voyez? Je m'excuse. Oui, simplement, je pense qu'on n'est pas. Tu es à 78%. Si tu pouvais un petit peu augmenter ton écran, nous verrions mieux parce que sur le grand paysage. Bien sûr. Ouais. Alors, je vais essayer. Alors, on va voir si comment je peux faire. Alors, est-ce que tu sais comment on peut peut-être. Alors oui, ça y est, je vois ici certainement. Voilà. On va voir si ça marche. Hein. Super. C'est bon? Super. C'est mieux? Oui, c'est bon. D'accord, excusez-moi. Hein, voilà. Donc, alors, ici, je disais donc, il s'agit d'une portion de fresque hein, qui fait partie d'un ensemble plus vaste qui représente les effets du bon gouvernement dans la campagne siennoise, hein, des alentours de Sienne, qui est l'œuvre d'un peintre siennois, bien sûr, Ambrogio Lorenzetti, qui est un peintre donc à peu près contemporain de Simone Martini, qu'on vient de voir, un petit peu plus jeune. Hein, c'est la troisième génération des peintres siennois. Et donc ici, donc cette fresque s'inscrit, je disais, dans le prolongement d'un ensemble qui représente les effets du bon gouvernement dans la ville de Sienne hein, et dans la campagne. Donc ici, vous ne pouvez pas le voir, mais vous avez donc la portion de fresque qui représente justement les effets du bon gouvernement à la ville. Hein. Et ces deux scènes forment donc un seul et même ensemble
qui fait partie donc d'un cycle plus vaste qui est l'allégorie du bon gouvernement. Et ce cycle est représenté, peint donc à l'intérieur du palais public de Sienne, plus précisément dans la salle dite de la paix, du palais public. Alors, cette représentation de paysage rural est extrêmement intéressante à plusieurs égards. Alors, tout d'abord, on peut dire qu'il s'agit d'une des premières représentations de peinture non religieuse, donc de peinture civile de l'histoire de l'art italien. Donc c'est une peinture qui ne représente pas un sujet religieux et dont les commanditaires ne sont pas des prêtres, le clergé, voilà, voilà, les représentants du monde religieux. Alors, les commanditaires ici sont donc les 9 magistrats, les 9 oligarques qui sont en charge de l'administration de la ville de Sienne. Nous sommes en pleine période communale. Donc, dans l'esprit de ces commanditaires, le Consiglio dei Nove, le conseil des 9 magistrats, l'œuvre doit être en quelque sorte un document de propagande, un manifeste presque politique qui illustre les principes éthiques et politiques qui animent le gouvernement de Sienne et les bénéfices, bien sûr, qui en découlent pour la ville et la campagne, le contado, c'est-à-dire la campagne siennoise. Et ces bénéfices sont bien sûr la paix, l'ordre et la prospérité surtout. Alors, c'est pourquoi cette fresque est non seulement un exemple remarquable de peinture rurale médiévale, mais également un document historique très précieux sur la structure et l'organisation de la campagne toscane dans les années 30 du XIVe siècle. Et d'ailleurs, les historiens, justement, ont mis en perspective cette fresque avec des témoignages écrits, en particulier des traités agricoles de l'époque, des contrats de métayage, des registres cadastraux. Et voilà, ils ont observé la grande précision, la grande exactitude avec laquelle Ambrogio Lorenzetti représente vraiment cette campagne et son organisation, sa structuration. Et en regardant donc cette fresque, nous sommes d'emblée frappés vraiment par la vivacité de la représentation, par le foisonnement descriptif de ce véritable document iconographique. Alors, il convient toutefois de préciser quelque chose, c'est que donc, bien que un certain nombre d'historiens de l'art aient parlé d'une véritable instantanée de la vie agricole de la Sienne de l'époque, il ne s'agit cependant pas d'une représentation réaliste au sens strict. Pourquoi? Parce que ici, dans cette fresque, sont figurées en même temps, au même moment, des activités agricoles qui en réalité ont lieu à différentes saisons de l'année, qui n'ont pas lieu justement à la même période de l'année, mais que Ambrogio Lorenzetti donc choisit de représenter donc dans un espace unifié, dans un espace et dans un temps unique, dans le but justement de souligner la prospérité permanente d'un territoire administré par les magistrats siennois, le Consiglio dei Nove. Donc là aussi dans un but de propagande, de célébration de ce gouvernement. Alors, le paysage, ici, ne sert plus du tout de toile de fond, comme c'était le cas, par exemple, dans la peinture byzantine, mais devient pratiquement le sujet principal, le véritable protagoniste de la fresque. Alors, un paysage qui est disséminé de vignes, d'oliviers, de champs cultivés, de fermes, de châteaux et d'églises rurales. L'impression dominante est celle d'un univers justement ordonné, florissant, prospère,
où chacun vaque à ses occupations et où règne la sécurité. Alors la sécurité qui est représentée ici, je vous montrerai ensuite des détails, qui est représentée ici, tout en haut à gauche, de façon allégorique. Hein, c'est un petit personnage féminin ailé qui, en fait, est en train de tenir, alors dans sa main gauche, une potence qui, bien sûr, doit servir d'élément dissuasif, hein, pour quiconque voudrait subvertir l'ordre, hein, qui règne dans la campagne siennoise, l'ordre public. Hein. Et dans la main droite, vous avez ici un phylactère, hein, donc avec justement là aussi des avertissements, hein, des admonestations aussi dirigées à l'encontre, encore une fois, des éventuels pilleurs, voleurs de bétail, hein, tous ceux qui voudraient donc saccager, incendier, piller les champs, etc. Alors, nous voyons un grand nombre de paysans qui sont éparpillés dans les champs, qui piochent la terre, taillent la vigne, hein, ici, labourent les champs, sèment à la volée, moissonnent, battent le blé, hein, on verra tout à l'heure quelques détails avec des fléaux. Et ensuite, nous voyons ici un groupe de nobles à cheval qui s'apprête, qui vient de quitter même la ville, hein, et pour se rendre donc à la campagne pour une partie de chasse aux faucons. Hein. Et ici, donc, nous voyons que ce noble, hein, cet aristocrate à cheval, tient un faucon, hein, qui est posé justement sur sa main gantée. Hein. Et donc ce noble, ce groupe de nobles, hein, croise donc un groupe de paysans qui donc sont en train de se rendre, eux, en revanche, à la ville avec leurs ânes chargées, hein, de victuailles, de blé, etc., pour vendre, bien sûr, au marché citadin les produits de la campagne. Et alors, je vais vous sortir pour vous montrer quelques détails, justement, qui sont très intéressants. Alors, ici, donc, vous avez justement ce que je disais, hein, le groupe de nobles qui croisent des paysans qui vont dans le sens inverse. Hein. Et ici, alors, un détail très, très intéressant qui dénote un très grand réalisme de la part d'Ambrogio Renzetti, puisque vous avez un porcher qui est en train de conduire son cochon, hein, au marché citadin, là aussi. Et alors, ce cochon est vraiment un cochon qui est particulier. Il est caractéristique de la région de Sienne, hein, de la campagne siennoise, et il est appelé justement la cinta senese en italien, c'est-à-dire la ceinture siennoise, justement en raison de cette ceinture de poils plus clairs autour de sa taille. Et c'est un type une variété de cochon, hein, que l'on peut voir encore aujourd'hui justement dans la campagne siennoise. Alors, un autre détail très réaliste, alors ici je vous disais, pardon, c'est la chasse au faucon, la partie de chasse au faucon, et on voit le noble à cheval avec son faucon, hein, qui est posé sur la main gantée de l'aristocrate. Alors, un autre détail très intéressant, alors que je voulais vous montrer, on va y arriver. Hein, ici, justement, c'est l'allégorie de la sécurité, hein, qui est représentée ici, encore une fois, que vous pouvez voir un peu mieux. Et alors, je suis obligée de sortir à chaque fois, mais alors, ici, voilà, le détail que je voulais vous montrer est le suivant, qui est un détail aussi très réaliste. Donc ici, vous avez justement la présence d'un autre fauconnier qui pourchasse sa proie au milieu d'un champ de blé, hein, ici. Et donc c'est quelque chose qui nous rappelle vraiment à quel point la chasse représentait un fléau, hein, pour les cultures, hein, à l'époque. Hein. Donc Ambrogio Lorenzetti ne manque pas de souligner aussi ce détail. Alors ici, voilà, on voit les deux paysans qui sont en train de battre le blé, hein, et puis d'autres qui, encore une fois, moissonnent, coupent le blé, etc. Différentes activités agricoles représentées, encore une fois, au même moment.
Alors, le tout dernier détail, voilà, ici, c'est ici, hein, vraiment. Encore une fois, on peut voir des paysans à l'œuvre en train de moissonner un champ de blé. Alors, ce que j'avais oublié de vous dire, enfin je le dis tout de suite, c'est que la particularité aussi de cette représentation paysagère, c'est qu'il s'agit d'un paysage vu d'en haut, hein, à vol d'oiseau. Donc non seulement un paysage rural, mais une des toutes premières représentations d'un paysage vu d'en haut, à vol d'oiseau. Et c'est le cas aussi de cet autre paysage, hein, toujours d'Ambrogio Lorenzetti, dont je voulais vous parler. Alors, il s'agit d'un château au bord d'un lac, donc une tempéra sur bois des années 1335-1340, donc à peu près la même période que la fresque des effets du bon gouvernement à la campagne. Alors, c'est un paysage extraordinaire, alors encore une fois qui est vu d'en haut, et qui nous frappe tout de suite par une atmosphère silencieuse, hein, et l'absence de personnages, là, pour le coup. C'est un paysage sans personnages. Et là aussi, alors certains historiens de l'art ont parlé vraiment d'un paysage autonome, presque, on va dire, un paysage avant-coureur de la peinture de paysage pure, hein, en tant que sujet autonome qui va se développer, encore une fois, simplement au XVIIe siècle. Alors, ici, en revanche, enfin, il est peut-être un peu hasardeux de parler d'un paysage autonome. Pourquoi? Parce que ce petit panneau, c'est un panneau vraiment de petite dimension, n'est pas une œuvre à part entière, mais c'est un élément de décor. Hein. Il s'agit d'un panneau décoratif qui devait probablement orner un meuble ou un coffre, et d'ailleurs qui est fait pendant à un autre panneau qui représente toujours un paysage marin, ville en bord de mer, enfin, au bord de la mer, hein, donc c'est l'autre panneau qui est vraiment le pendant de celui-ci. Donc, le reste du décor étant perdu, hein, on ne sait pas effectivement s'il n'y avait pas d'autres éléments paysagers qui représentaient peut-être du coup des personnages, voilà, qui, faisaient partie donc encore une fois d'un ensemble plus vaste. En tout cas, qu'il s'agisse donc d'un paysage autonome ou pas, ici, donc, encore une fois, Ambrogio Lorenzetti représente, avec une vérité vraiment saisissante, un paysage lacustre des environs de Sienne, hein, vu d'en haut. Alors, ce qui frappe d'emblée, ce sont la netteté de la description et la minutie des détails. Par exemple, l'apparition fulgurante de la barque solitaire sur la surface ridée de l'eau, le contraste visuel aussi entre l'aspect abrupt, rocailleux, hein, des sommets pointus au premier plan, et en revanche la douceur des collines, hein, qui s'éloignent vers l'horizon, des collines d'ailleurs dont la succession ici est scandée par la couleur tout d'abord, hein, les différentes tonalités d'ocre et de vert, et par la présence du château, d'un château, d'une église rurale, mais aussi hein, un paysage qui est rythmé par la disposition des arbres ici, et par l'alternance, hein, bien sûr, des jardins, des champs, des potagers, hein, que l'on voit à l'arrière-plan. Donc, il s'agit vraiment d'une description à la fois minutieuse et poétique d'un paysage à la physionomie indubitablement siennoise. Un paysage aux couleurs délicates et caressées donc par la lumière.
Alors, jusqu'ici, nous avons parlé essentiellement de peintres paysagers toscans, hein, de Toscane, hein, d'Italie centrale. Mais la peinture de paysage, finalement, va se développer également au nord de l'Italie, hein, dans les régions, quelques régions du nord de l'Italie, sous des formes d'ailleurs assez intéressantes, assez originales. Et c'est le cas ici. Nous allons voir très rapidement hein, un certain nombre d'exemples, justement au travers de ces enluminures hein, qu'on appelle des taquina sanitatis au pluriel, lombards, hein, qui date de la fin du XVe siècle. Alors, le taquinum sanitatis, très simplement, c'est quoi? Alors, c'est un manuel de médecine et de prescription, un ensemble de prescriptions aussi d'hygiène, qui appartient donc à un genre de littérature essentiellement pratique. Alors, un manuel médiéval sur la santé, donc qui est issu d'une traduction latine d'un traité de médecine arabe au XIe siècle. Et alors, en plus de son importance pour l'étude de la médecine médiévale, le taxinum est également intéressant pour l'étude de l'agriculture et de la botanique. Les prescriptions du livre s'inspirent largement de la théorie des humeurs d'Hippocrate et les aliments, mais aussi donc, bien sûr les phénomènes atmosphériques, sont classés en différentes catégories hein, selon les qualités des éléments qui les composent et sont classés sur deux axes, hein, chaud et froid d'un côté, sec et humide de l'autre, hein, et sur une échelle qui comprend 4 degrés. Sans entrer trop dans les détails, alors ce qu'il importe de dire, c'est que les effets sur la santé des aliments, hein, des saisons, mais aussi bien sûr des aliments, sont passés en revue et pour chaque aliment et chaque plante sont mentionnées à chaque fois ses propriétés, ses qualités, son utilité ou sa nocivité au contraire, et donc des notations assorties parfois aussi d'indications sur la façon de préparer ces aliments, leur degré de cuisson, etc. Alors toutefois, donc les taquina sanitatis, enfin le taquinum sanitatis n'est pas illustré au départ. C'est seulement à la fin du XIVe siècle que voient le jour en Lombardie, justement dans le nord de l'Italie, les premiers exemplaires illustrés du Taquinum Sanitatis, des illustrations qui visent à faciliter bien sûr la compréhension du manuel, de l'ouvrage. Alors, les Taquina Sanitatis lombards illustrent la plupart du temps les différentes phases liées à l'alimentation. Les cultures, les récoltes, la vente ou l'achat des produits, leur préparation en cuisine, leur consommation. Alors, les enluminures nous montrent donc tour à tour hein, des boutiques de commerçants regorgeant de produits, des scènes de vendanges, des agriculteurs hein, et des maraîchers en train de cultiver les champs, hein, de ramasser des pommes de terre, des salades, des châtaignes, ou d'arracher des carottes, des poireaux, etc. Alors, il s'agit en définitive d'un témoignage vraiment précis hein, sur les différents aspects de la vie pratique de l'époque, hein, de la vie rurale, et donc un témoignage sur les activités agricoles et commerciales, bien sûr, sur l'outillage agricole, l'alimentation. Et c'est vraiment là que réside la spécificité de ces taquina sanitatis lombards, donc une illustration de la vie des paysans lombards, des commerçants aussi, hein, lombards de la fin du XIVe siècle, beaucoup plus hein, finalement qu'un manuel de médecine et de botanique traitant de sujets qui concernent l'hygiène et la santé. Alors, je vous montre très rapidement hein, quelques exemples, hein, quelques enluminures
tiré de ce Taquinum Sanitatis Casanatense. Hein, alors, donc, ici, vous avez un champ de blé. Quelques exemples. Hein. Là aussi, vous avez donc une scène hein, qui représente le battage du blé au fléau, hein, un peu comme ce qu'on a vu dans la fresque d'Ambrogio Lorenzetti, hein, où il y a vraiment déjà des éléments de paysage rural qui apparaissent. Donc on voit les deux paysans vraiment dans le costume, bien sûr, de l'époque, en train de battre le blé. Ensuite, donc vous avez encore quelques exemples. Hein, de la laitue, hein, ici. C'est toujours la même période. Hein. Alors, ici, donc, la récolte des poireaux. Hein. Donc, là aussi, on voit ce paysan hein, courbé hein, en train justement d'arracher des poireaux. Encore deux, je pense, exemples, je m'arrêterai là, le Taquina Sanitatis. Et donc, ici, vous avez la récolte du panais. Hein, donc, un paysan qui est en train de pêcher hein, et pour justement faire sortir le terre hein, les panais. Ce ne sont pas des carottes, hein, ce sont des panais. Et enfin, le dernier exemple que je vais vous montrer, c'est quelque chose un petit peu plus classique, c'est la vendange. Avec voilà, la récolte du raisin, le foulage du raisin, etc. Alors, toujours si on reste dans l'Italie finalement septentrionale du Nord, je voudrais vous montrer encore un exemple très intéressant de peinture paysagère rurale. Cette fois-ci, il s'agit d'un cycle de fresques, un cycle des mois de l'année, et des activités agricoles, bien sûr, qui se déroulent pendant ces mois. Alors, c'est un témoignage magnifique. Ensuite, on verra des détails, bien sûr, de la peinture, de ce qu'on appelle la peinture gothique internationale. Et cet ensemble de fresques donc, représente encore une fois les 12 mois de l'année. Et ce qu'il importe de dire aussi, c'est que c'est le plus ancien ensemble cycle des mois qui nous soit parvenu. Alors, vous connaissez probablement peut-être hein, un cycle des mois, cette fois-ci enluminé, qui est très célèbre, notamment en France, mais pas uniquement. C'est le cycle d'enluminure qui orne le célèbre livre de prière, le livre d'heures, hein, les très riches heures du duc de Berry, hein, qui sont donc qui recueillent donc des enluminures des frères Limbourg, hein, et mais qui a été réalisé justement quelques années après ce cycle des mois de 30, hein, puisqu'il date des années 1413-1416. Alors que là, nous sommes vraiment au tout début du siècle, entre 1400 et 1407. Alors, ce cycle recouvre donc entièrement les murs de la salle de la Torre Aquila, hein, qui est à l'intérieur donc du château du Buon Consiglio à Trente, hein, dans la ville de Trente. Donc, alors, l'auteur de ce cycle, c'est celui qu'on appelle communément le maître des mois, le maître des mesi. Donc, il s'agit d'un peintre un artiste originaire de Bohême, hein, très probablement. Et alors, ce cycle des mois constitue un témoignage précieux donc de peinture paysagère rurale. Et il nous montre 12 vues de la campagne du Trentin, hein, à différentes périodes de l'année. Donc 12 instantanés des travaux agricoles liés au cycle des mois. Alors ici, contrairement à la fresque d'Ambrogio Lorenzetti, on peut parler véritablement d'instantané, puisqu'il s'agit à chaque fois vraiment d'un mois bien précis avec des activités donc agricoles
qui se déroule uniquement à ce moment précis de l'année, hein, dans ce mois-là. Et alors là, je vous montre peut-être, vous aurez mieux encore une vue d'ensemble. Ensuite, nous verrons quelques détails. Ici, donc, on voit en fait que dans ces fresques, dans ces panneaux, le labeur des paysans, hein, qui est représenté donc dans la partie supérieure du panneau, jouxte hein, les passe-temps agréables hein, de la noblesse, hein, de l'aristocratie. Donc le paysage est représenté à la verticale. C'est un paysage finalement qui s'étend à la verticale et non pas en profondeur, qui ne s'étage pas en profondeur. Et c'est un paysage qui s'inspire justement des tapisseries de l'époque. Hein. Il s'agit d'une sorte de paysage tapisserie qui occupe tout l'espace, faisant basculer à la verticale justement les plans qui normalement s'articulent en profondeur. Et de façon justement à mettre en évidence les travaux des champs et les présences végétales et animales qui peuplent la campagne. Alors, ces 12 panneaux dont se compose l'ensemble sont séparés, comme vous pouvez peut-être le voir ici, par de très minces colonnes de marbre toursadé qui s'élancent au-dessus d'un socle élevé, de façon justement à donner vraiment l'illusion d'une loggia aérienne ouverte sur la campagne. Alors, cette impression est également renforcée par l'alignement de l'horizon, des lignes d'horizon, des différents panneaux, et vraiment la bande du ciel bleu se poursuit d'un paysage à l'autre, et dans certains cas, donc par le prolongement du même paysage dans deux panneaux contigus. Un autre élément de continuité est fourni par la présence ici hein, d'un soleil rayonnant hein, au beau milieu du ciel. Alors, les paysages ruraux représentés sont extrêmement variés dans leurs aspects morphologiques. Aux formations rocheuses succèdent les douces collines, les vastes plaines, aux bois luxuriants, les champs cultivés, les jardins, les potagers. Et il y a également la présence de dizaines d'animaux, hein, aussi bien domestiques que sauvages, qui animent cette campagne, ainsi que bien sûr une foule de personnages qui s'adonnent aux activités les plus variées. Mais donc ces personnages sont distribués selon un ordre hiérarchique et standardisé. Donc les travaux agricoles et champêtres, hein, comme je le disais, sont représentés dans la partie supérieure hein, de la scène et donc les paysans, les chasseurs, hein, les bûcherons, les artisans se superposent hein, aux activités, aux passe-temps raffinés, aux promenades, aux parties de chasse de la noblesse qui est représentée donc dans le registre inférieur. Alors, bien sûr, cette noblesse, hein, que l'on verra mieux ensuite dans certains détails, est habillée et vêtue en accord avec la mode de l'époque. Hein, elle est vêtue d'habits riches, colorés, élégants, qui contrastent justement avec les vêtements simples, uniformes et fonctionnels des paysans. Chaque personnage, donc chaque activité sont décrits, on va voir quelques exemples là aussi très rapidement. Je disais donc que chaque personnage, chaque activité sont décrits avec une précision extrême, et l'impression générale qui se dégage hein, de cet ensemble est celle d'un monde, là aussi, encore une fois, prospère, plein de vitalité, un peu justement comme dans la fresque de tout à l'heure d'Ambrogio Lorenzetti, à la différence près qu'il ne s'agit pas ici d'une société communale, mais féodale, hein, donc qui est hiérarchisée, strictement ordonnancée, en accord justement avec les idéaux et la vision politique du commanditaire de ce cycle de fresque, qui est le prince-évêque de Trente, hein, Giorgio von Liechtenstein. Alors, parmi les panneaux les plus remarquables, hein, on peut voir très rapidement donc ici le mois d'avril, hein, qui représente
donc les semailles de printemps, l'éclaircissement et le renouvellement des semis, le labourage à la charrue, hein, le fauchage de l'herbe, non, pas le fauchage de l'herbe, justement, ce sera plus tard, le renouvellement des semis, hein, voilà, essentiellement, et le labourage à la charrue de la vigne. Et donc, comme je vous le disais, hein, vous avez la plupart du temps, ici, donc, les paysans, hein, qui labourent, hein, et bien sûr les deux aristocrates qui sont représentés en revanche dans le registre de nobles dames, hein, qui sont représentés dans le registre inférieur. Alors, encore quelques exemples rapidement. Vous avez ici donc le mois de juillet, hein, qui représente donc le fauchage de l'herbe, hein, l'enlèvement des repousses, le sarclage. Là aussi, l'espace est hiérarchisé, hein, les paysans dans le registre supérieur, les aristocrates dans le registre inférieur. Ensuite, donc le mois d'août, qui illustre voilà, les moissons, hein, des moissons à la faucille, hein, ici, voilà, et le mois d'octobre, enfin, qui représente en revanche, bien sûr, le foulage et le pressage du raisin, ici, donc vraiment une scène de vendange, encore une fois, une répartition très hiérarchisée de l'espace. Alors, le tout dernier panneau, qui est peut-être un des plus intéressants, hein, que je vous montre rapidement, c'est celui du mois de janvier. Alors, la fraîcheur, vraiment l'originalité qui se dégage de ces scènes, de ce site historique, culmine vraiment ici dans la représentation du paysage recouvert de neige, hein, du mois de janvier, où l'on aperçoit un groupe de nobles en train de s'amuser et de se livrer vraiment à une bataille de boules de neige, hein, ici. Tandis que deux chasseurs et leurs lévriers arpentent la campagne, hein, les jambes enfoncées dans la neige jusqu'au cou. Et là, on voit bien sûr aussi le château féodal ici. Voilà. Alors, je m'approche de la conclusion, hein, bientôt. Donc, un autre exemple de paysage rural dans un style assez différent est celui que je voulais vous montrer ici. Alors, donc, il est tiré de ce retable, hein, qui représente l'adoration des mages de Gentile da Fabriano. Alors, Gentile da Fabriano est un peintre originaire des Marches d'Italie centrale et un peintre très connu, hein, bien sûr, très célèbre. Et ce retable est fortement marqué justement par ce qu'on appelle encore une fois le gothique international, hein, le style gothique international, qui est caractérisé par déjà dans un premier temps l'utilisation de matériaux et de pigments précieux, hein, la feuille d'or, le lapis lazuli par exemple, mais aussi par une dimension chevaleresque, une atmosphère chevaleresque, courtoise, hein, par une dimension parfois même féerique, et par un certain goût, hein, un goût certain, je dirais même pour l'exotisme, qui sont des caractéristiques que l'on retrouve vraiment ici dans ce retable de l'adoration des mages, hein. Alors on va voir mieux quelques images ici, un peu plus près, quelques détails, pardon, un peu près. Alors ici, par exemple, on retrouve, comme je vous le disais, l'utilisation de pigments précieux, hein, la feuille d'or, hein, mais aussi le lapis lazuli qui a servi donc pour le bleu du manteau de la Vierge. Et puis donc cette dimension courtoise, chevaleresque, hein, qui est présente également dans la splendeur de ce cortège, hein, des rois mages qui sont magnifiquement habillés, et le goût pour l'exotisme aussi qui se retrouve, hein, dans la présence par exemple d'animaux exotiques, hein, les singes,
vous avez aussi un léopard ici, hein, des chameaux, etc., hein, qui font partie du cortège des rois mages. Alors, la peinture justement de Gentile da Fabriano, comme on peut le voir ici. Alors ici, donc c'est une des. Alors je reviens juste très très rapidement en arrière. Vous voyez, c'est une des lunettes qui décore le haut du retable et c'est celle du centre, la centrale. Alors justement, la peinture de Gentile da Fabriano ne tient pas compte des découvertes de la perspective, hein, de la représentation en perspective de l'espace, hein, qui date donc de ces années-là, hein, et justement elle ne tient pas compte de ces découvertes et on le voit ici puisque l'espace, hein, et le paysage n'est pas composé selon une géométrie rigoureuse, hein, une perspective géométrique scientifique, hein, donc, mais le paysage ici, encore une fois, est plutôt à la verticale. Et c'est un paysage donc, qui semble presque en fait glisser, hein, le haut du paysage en tout cas vers le bas, vers le spectateur, se superposant presque hein, au premier plan, hein, ici, et nous livrant toutefois hein, une quantité de détails paysagers très précis. Hein, par exemple, hein, les champs cultivés, hein, délimités par des haies vives et des arbres, les vignes taillées, les champs labourés, et au fond à gauche, hein, un potager et des vaches qui paissent à l'extérieur d'un enclos. Donc vraiment une très grande précision dans la représentation de ce paysage rural. Alors ici, la scène représentée est l'arrivée des mages à Jérusalem, hein, donc les rois mages qui se rendront ensuite, bien sûr, à Bethléem. Et donc on voit le cortège hein, qui chemine à travers les champs. Donc on voit même des arbres fruitiers ici au premier plan avec des grenades, hein, il y a des grenadiers et des grenades qui mûrissent au soleil. Alors, mais le panneau que je voudrais vraiment vous montrer, qui m'intéresse davantage, est celui-ci. Alors, il s'agit comment dirais-je, du panneau central de la ici la partie du bas du retard, la partie inférieure, hein, qui est composée de 3 panneaux. Donc, il s'agit du panneau central qui représente la fuite en Égypte de la fin de famille, donc, et qui est très intéressant. Voilà, ici, vous voyez un petit peu mieux. Donc, alors, c'est toujours une détrempe hein, et or sur bois. Et nous sommes ici hein, vraiment frappés par l'ampleur du paysage hein, représenté par Emiliano, un paysage dominé par une colline imposante hein, au centre et au premier plan, et devant laquelle se découpe bien sûr la Sainte Famille, accompagnée de 2 femmes, hein, dont on ne connaît pas très bien l'identité, hein, que la Fabienne représente ici. Alors, le peintre exploite ici vraiment, de façon très habile les proportions allongées du panneau en déployant le paysage et en représentant de part et d'autre de la colline au premier plan 2 vastes étendues paysagères. Alors, l'étendue et la profondeur de ces 2 portions de paysage sont soulignées à droite comme à gauche par ici des buissons et des haies fleuries qui sont en fait comme des coulisses végétales hein, sur lesquelles s'ouvre une scène assez vaste. Et ici, donc, vous avez le paysage qui est représenté à droite, hein, que je vous montre un peu mieux. Alors, donc, à droite, nous voyons tout de suite des champs d'ailleurs géométriques, hein, délimités par des haies, des rangées d'arbres, hein, à l'image justement des champs de la campagne toscane de l'époque, qui sont séparés par des 3 sentiers rectilignes
et qui trace vraiment les contours et l'atmosphère d'un monde rural calme, ordonné, encore une fois, qui fleurit à l'ombre d'une ville imposante, hein, ici. Gentile da Fabriano, justement, examine cette campagne à la loupe, hein, vraiment. Et son pinceau nous restitue une foule de détails rendus avec une extraordinaire minutie. Hein, par exemple, les cailloux et le gravier qui jonchent le sentier au premier plan, les feuilles et les fleurs des haies, les fruits qui mûrissent sur les arbres, les sillons, hein, ici ouverts par la charrue dans les champs, et les fermes, bien sûr, disséminées ici et là. Alors, une des grandes nouveautés de ce paysage ici, c'est vraiment, une des grandes nouveautés réside vraiment dans le traitement ici du ciel. Il s'agit donc d'un ciel. Alors, Gentile da Fabriano délaisse le fond doré que nous avions tout à l'heure dans vraiment la scène principale, le retable de l'adoration des mages. Il délaisse ici le fond or pour nous montrer vraiment un ciel atmosphérique, un ciel bleu très pur, donc, qui s'éclaircit d'ailleurs vers la ligne d'horizon, hein, et dans lequel on voit, hein, des nuages allongés, hein, des nuages vaporeux. Et donc la lumière dorée dans laquelle baigne ce paysage suggère également le moment de la journée, hein. Il s'agit de la fin de l'après-midi, donc comme le montre, hein, finalement, comme en témoigne le soleil encore éclatant mais qui commence à décliner, hein, derrière ici les collines de gauche. Donc c'est vraiment un paysage atmosphérique en plus d'être un paysage rural. Alors, je termine très rapidement, ce sera le dernier tableau que je voulais vous montrer, et ça ira très vite pour pas vous retenir trop longtemps. Donc, ce tout dernier exemple de paysage rural, qui est l'œuvre de Domenico Veneziano, donc qui est l'élève de Gentile da Fabriano. Alors, il s'agit toujours d'une adoration des mages, donc qui a été faite une vingtaine d'années à peu près, hein, après celle de Gentile da Fabriano. Et alors, mais une adoration des mages qui témoigne d'un esprit, d'un goût très différent, d'une approche très différente au paysage, parce qu'il s'agit déjà d'un paysage représenté selon les règles de la perspective scientifique, géométrique, hein, élaborée justement en Toscane une vingtaine d'années plus tôt, hein, à peu près. Et alors, ici, ce paysage donc, est un paysage qui est représenté selon la perspective toscane, mais ce n'est pas un paysage toscan, c'est un paysage justement d'Italie du Nord, d'une vallée véronaise, hein, de la campagne autour de Vérone, en Vénétie, qui est dominée donc par des montagnes à droite, des montagnes escarpées, et des collines verdoyantes à gauche. Il s'agit des Alpes et des Préalpes, hein, à droite des Alpes, à gauche des Préalpes. Et cette campagne est sillonnée, hein, par des sentiers rectilignes et curvilignes aussi, qui relient les villages au château, hein, qui relient village et château. Et cette campagne, bien sûr, est recouverte de rangées de vignes, hein, qui s'étagent sur les flancs des collines. Et dans la plaine, hein, nous voyons la présence d'un troupeau de moutons, qui témoigne vraiment de l'importance du travail de la laine dans la région à l'époque, hein. Et cette activité, ainsi que l'abondance de la production viticole, sont parfaitement attestées, hein, dans les documents de l'époque et sont parfaitement représentés dans ce tableau. Alors, l'espace, bien sûr, est construit avec une rigueur mathématique remarquable, une rigueur perspective, hein, véritablement, qui permet une insertion harmonieuse des personnages dans le paysage. Hein. Et le paysage, hein, revêt la même importance, hein, et la même dignité représentative, encore une fois, que le cortège des mages au premier plan.
un paysage donc, qui s'étale en profondeur et qui constitue donc un exemple très intéressant de paysage rural réaliste, hein, là pour le coup représenté avec un très grand naturel, un très grand réalisme. Voilà, j'en ai terminé, excusez-moi, j'ai été peut-être un peu trop longue, je vais voilà, arrêter le partage d'écran. Et voilà, donc c'était un panorama un petit peu de quelques exemples assez significatifs de cette peinture rurale. Merci beaucoup, Hilaria. Alors, on a envie de prendre nos livres d'heures portugais, de te les soumettre pour une lecture, hein, parce que là, il y a un décodage. On a l'impression que tu es en train de lire un texte, hein, tellement c'est précis, une interprétation fabuleuse. Un grand merci. Merci, Ernestine. Et peut-être, donc, on va peut-être demander quelques questions. Je sais que Caroline avait des questions à poser, donc ne pas hésiter à poser des questions qui concernent, parce que nos étudiants sont en train de préparer une exposition justement sur le Moyen-Âge. Et beaucoup des éléments que tu as cités, on aurait aimé avoir l'équivalent au Portugal de tes panneaux des saisons, hein, on en a quelques-uns, mais c'est vrai que c'est tout à fait illustratif. Hein. Donc Caroline, peut-être? Bon, je ne voulais pas capter. Déjà, merci beaucoup. C'était fascinant. Je ne voulais pas capter toute l'attention pour moi, mais parce que ça fait trop redondant quand même. Si vous avez peut-être des questions précises hein, qui pourraient nous concerner. Après, j'ai plusieurs questions. D'abord, c'est concernant ce tissu jaune, pas vraiment jaune, un petit peu safrané, qui est représenté au début dans une iconographie du début. Je ne sais plus laquelle ou quelle était la combientième. Alors, un manteau safrané, peut-être le manteau du pauvre mendiant dans la scène de Saint-François, hein, qui celui-là. C'est Giotto, c'était Saint-François. Saint-François donne cette tunique à un mendiant de Giotto. Voilà, c'est ça, d'accord, oui. Ma question concerne la méthode de pigmentation de ce tissu. Parce que la couleur du tissu est élucidative concernant ce qui le porte. Et cette couleur est particulière par rapport au fait que c'est généralement la couleur portée en hoodie, we would generally say, par les prostituées ou alors en sorte d'écharpe. Donc, c'est drôle quand même de voir apparaître ce tissu, malgré qu'il n'y ait pas la représentation de cette femme ou de ce type de femme. C'est quand même illustratif d'un certain type de société et ce tissu, il est là. Donc, elles sont visibles à travers l'invisibilité, mais tous ces petits objets qu'elles proportionnent. Et ma question, c'est est-ce que cette couleur est venue par les échanges avec le monde musulman, puisqu'on est en Italie tout de même, enfin en Italie, dans la région qui sera post-1845 l'Italie. Oui, alors en fait, non, pas forcément, hein, c'est des pigments naturels, hein, minéraux, hein, qui sont tout à fait disponibles sans devoir les importer de très loin, contrairement justement au lapis lazuli dont je parlais tout à l'heure, hein, qui vient comment dirais-je, d'Asie centrale, de l'Afghanistan même, hein, donc qui n'était pas disponible sur place. Hein. Alors, en revanche, concernant la couleur, alors bon, ça n'a rien à voir, hein, bien sûr, avec la couleur jaune dont vous parliez, qui est la couleur donc, des prostituées. D'ailleurs, dans la peinture italienne, ce serait plutôt le rouge, hein, qui est associé donc à l'image de la prostituée, en particulier de Marie-Madeleine, justement, qui est souvent, presque tout le temps habillée en rouge, en tout cas dans la peinture de cette époque, hein, parce qu'encore une fois, le rouge, hein, c'est la couleur justement des prostituées, donc cette couleur fait bien sûr référence à
l'ancien état de prostituée. Alors que le jaune, mais ce n'est pas le cas ici, ce serait plutôt la couleur au Moyen-Âge, et en tout cas même en Italie, de la trahison. Le traître est souvent représenté en jaune et Judas, souvent, d'ailleurs, est représenté, pas systématiquement, mais souvent avec un manteau jaune, dans des scènes, par exemple, des scènes qui représentent le baiser de Judas, où Judas embrasse Jésus pour le désigner aux soldats qui sont venus l'arrêter. Donc au moment de l'arrestation de Jésus, donc c'est l'apôtre prêtre, Judas, qui est représenté souvent avec un manteau jaune. Voilà. Donc, effectivement, le jaune est associé à quelque chose de négatif. Là, il a été très très longtemps d'ailleurs. Là, il y a un historien des couleurs, Michel Pastoureau, que vous connaissez peut-être, voilà, qui a écrit des pages très intéressantes justement sur la couleur jaune, et sur d'autres couleurs aussi, et son évolution. D'ailleurs, il giallo en italien, c'est le polar. Oui, il giallo, c'est le polar, absolument. Vous avez tout à fait raison, absolument. Oui. Oui. Et du coup, deuxième question, du coup, puisque dans la lancée, la période concernée, la période que vous avez présentée concerne la première moitié du XIVe siècle. On approche dangereusement l'arrivée de la peste. Oui. Et d'ailleurs, les études les plus récentes tendent à montrer que ce ne serait pas les années 40 de 1300, mais plutôt la fin de 1338, 1339. Ce serait plutôt ça, les dates véridiques de l'arrivée de la peste, bien qu'on ne peut pas en être sûr. Est-ce que dans les peintures que vous avez étudiées, il y a des représentations de maladies, puisqu'on ne savait pas à l'époque qu'il s'agissait de peste, c'était juste une maladie pestilentielle, enfin une pestilentia. Est-ce qu'il y a des représentations spécifiques d'un état indicible qui montre une sorte d'agonie ou qui laisse entrevoir, peut-être même pas des représentations dans l'être humain, mais à travers le paysage, est-ce qu'on dénote des représentations de cette arrivée d'un état trouble? Alors, pas dans les exemples que j'ai montrés. Alors, en fait, en Italie, vraiment, la peste noire, la grande peste, arrive effectivement aux alentours de 1348. C'est vraiment alors bien sûr la peste existait bien avant, déjà dans l'Antiquité. On ne sait pas d'ailleurs s'il s'agit de la même forme de peste, mais c'était pas. Mais c'est vrai que pendant tout le haut Moyen Âge, après le VIe siècle, enfin une grande épidémie de peste à l'époque du Justinien justement, qui avait sévi en Europe et en Italie, donc vers le milieu du VIe siècle, la civilisation occidentale, l'Europe occidentale avait été relativement épargnée et la peste réapparaît de façon fulgurante à l'époque que vous avez mentionnée. 1348, c'est l'année de la grande peste qui va durer quelques années d'ailleurs, qui va décimer la population non seulement italienne mais européenne. Et alors, justement, Ambrogio Lorenzetti, dont je parlais tout à l'heure, va mourir de la peste en 1348. On sait que 9 ans après avoir peint l'allégorie du bon gouvernement, les effets du bon gouvernement à la campagne que nous avons vu tout à l'heure, il va décéder des suites de la peste. Et alors après, non, dans les paysages que je vous ai montrés, il n'y a pas véritablement de traces de ce fléau, puisque soit ces peintures ou ces fresques précèdent la période de l'arrivée de la peste, ou alors dans le cas de Gentile da Fabriano, Domenico Veneziano, c'est plusieurs décennies après, justement à une époque où finalement, ceux qui sont restés, ceux qui ont survécu, se sont bien enrichis, parce qu'ils sont moins nombreux. Ils ont hérité d'ailleurs les biens, les terres, enfin les avoirs de ceux qui sont décédés.
Et donc, justement, c'est une période à nouveau de relative prospérité. Dans les années 20 du 15e siècle. Hein. Mais c'est intéressant comme question, mais effectivement, je ne pense pas qu'on puisse retrouver des traces hein, de ce que vous évoquez dans les paysages que nous avons, du moins de ceux que nous avons vus. Juste une question, merci Caroline, avant de peut-être d'autres questions. Est-ce que tu as senti donc dans la succession des paysages l'arrivée de légumes, de fruits nouveaux par rapport à ceux de l'Antiquité? Est-ce qu'on a une idée, je dirais, de l'évolution du type d'alimentation à travers le paysage? Alors là, c'est vraiment une question à laquelle moi, je ne suis pas du tout armée pour répondre. Il faudrait vraiment ici un historien presque de l'alimentation des aliments. Alors, je ne pense pas qu'il y ait vraiment, dans les Taquinas Sanitatis, d'après ce que j'ai vu, hein, parce qu'il y avait des centaines, hein, il y a des centaines de représentations. Hein, ce que j'ai montré, ce n'est qu'une petite goutte dans l'océan. Mais c'est surtout vraiment des aliments traditionnels hein, que l'on connaissait déjà depuis plusieurs siècles. Hein. Il n'y a pas vraiment, d'après ce que j'ai vu, l'arrivée de produits nouveaux, d'aliments nouveaux, d'autant que c'est vrai que ce sont des produits agricoles. Et alors, disons, les marchandises qui arrivaient de l'Orient, c'était essentiellement à cette époque des épices, hein, vraiment. Des épices, donc, pour le reste, voilà, Alors, peut-être pas que des épices, parce que pas que des épices. Hein. tu nous as montré des animaux exotiques comme le singe, etc. Voilà. Donc, je suppose qu'il les avait vus avant de Bien les sûr. dessiner. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Oui, oui, absolument, c'est vrai. Oui, C'est- oui, il les avait vus, ou alors il y avait quand même des recueils d'images hein, qui circulaient, bien entendu. Et puis il y avait déjà eu Marco Polo s'était déjà rendu, bien sûr, en Extrême-Orient, hein, déjà à la fin du XIIIe siècle. Hein, donc, Et tu nous as parlé aussi des herbiers médiévaux. Il oui, existe en Italie des herbiers médiévaux, enfin, je veux dire encore aujourd'hui, qui ont survécu et sur lesquels on peut travailler? oui, 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 certainement. Alors, moi, j'en ai vu quelques-uns à l'occasion parfois d'expositions même, mais je suis sûre qu'il y a des fonds de bibliothèques où on a la possibilité hein, vraiment de consulter ces herbiers hein, qui sont parfois anciens. Hein, vraiment, il y en a qui datent hein, des années, enfin, du 11e, 12e même. Enfin, et d'ailleurs, souvent, les peintres, justement, primitifs, hein, notamment au enfin, 13e, oui, au 13e, avant, s'inspirent de ces manuels hein, pour représenter justement des éléments de paysage, des montagnes aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment. Parce que, bien sûr, la peinture, disons, l'approche naturaliste n'est pas du tout encore anachronique. Enfin, on n'observe pas le paysage et ensuite on le peint. On le peint déjà d'après des modèles qui existent au préalable. Hein. Donc, sans parler de peinture en plein air, il faudra attendre les impressionnistes, mais même une observation plus scientifique de la nature, il faut attendre vraiment pratiquement le 15e siècle. Hein, pour observer cela. Sinon, voilà, le 13e, 14e, si on peint d'après des modèles souvent déjà existants. Sauf quelques rares exceptions. Hein. Voilà. D'autres questions? Moi, j'ai une question. Par rapport, déjà, quelle était la place, si vous savez, bien sûr, des Juifs dans la société italienne au XIVe siècle? Est-ce qu'ils sont représentés dans les tableaux de cette époque, en fait? Alors, oui, alors il y a quelques représentations de Juifs à cette époque,
dans la peinture du XIVe siècle. Alors souvent, ils sont représentés effectivement soit vêtus de jaune, soit avec des chapeaux un petit peu particuliers ou pointus, enfin des couvre-chefs particuliers. Et donc, oui, il y a vraiment une représentation, alors qui est pas systématique ou très récurrente, mais qui existe dans certains cas. Et bien sûr, avec souvent d'ailleurs une connotation péjorative, hein, puisque dans la tradition justement judéo-chrétienne, hein, les Juifs sont les déicides, hein, ceux qui ont bien sûr, dans la vision de l'époque, hein, j'entends ceux qui ont crucifié le Christ. Hein, donc, disons, la perception et la représentation ne sont jamais très rarement positives. Hein, voilà. Après, voilà, là en ce moment, j'ai pas d'exemple précis, mais je sais enfin, je me souviens avoir vu déjà à quelques reprises, hein, mais même dans la peinture vraiment des primitifs, hein, bien entendu, 13e, début du 14e. Merci. Très intéressant. D'autres questions? Ah, je crois que tout le monde est intimidé. Peut-être Pascal qui travaille sur les paysages et les jardins, non? Moi, j'ai encore des questions, mais c'est plus anachronique. C'est extrapolé vers le milieu littéraire. Bon, c'est intéressant aussi, mais... Donc, une dernière question, donc s'il n'y a pas d'autres... je vais essayer de regrouper les deux dans une. Il y a un tableau qui pourrait très bien faire l'illustration de Dante, parce qu'il y a Virgile dedans à plusieurs reprises. Et puis, la question de l'allégorie du bon gouvernement. Oui. C'est Machiavel en image, bien que ce soit anachronique, mais c'est non. Alors, c'est dire Machiavel dessus. Alors là, je ne pense pas qu'on puisse vraiment faire un rapprochement avec Machiavel, parce que justement, c'est pas du tout un art du gouvernement qui s'adresse à un prince, à un seigneur. Nous sommes encore dans une réalité qui est celle des communes italiennes, où justement ce sont, alors comment vous expliquer simplement la période communale. La société communale italienne, en fait, elle démarre déjà au XIe siècle, entre le XIe et le XIIe siècle. Et c'est comment dire, la croissance rapide des villes italiennes, de certaines villes en tout cas, suscite le désir d'autonomie des populations urbaines qui veulent donc participer au pouvoir local et à l'administration citadine. Et c'est comme ça que naissent les principales communes florentiennes à l'époque, pour rester dans le cadre de la Toscane. Et ce sont donc les citadins, bien sûr pas tous, mais les citadins, les notables qui sont aisés, voilà, qui appartiennent justement aux classes sociales élevées, souvent, qui, comment dire, élisent des consuls qui les représentent. Donc il y a la création d'un corps permanent, le consul, qui est chargé du pouvoir exécutif, et c'est vraiment le signe de la naissance d'une civilisation communale. Donc, les villes ne dépendent pas de l'empereur. Enfin, elles veulent en tout cas dans le nord de l'Italie, elles veulent se libérer de la suggestion impériale, et dans l'Italie centrale, bien sûr, c'est des communes autonomes, indépendantes. Et donc, ce sont des associations finalement de citoyens qui, encore une fois, s'unissent pour non seulement défendre les libertés de leur ville, mais pour administrer eux-mêmes leur ville, en dehors de toute ingérence féodale ou ecclésiastique. Et donc cette réalité-là fait que donc c'est une société communale, donc alors que le prince de Machiavel s'adresse vraiment justement à déjà l'époque des seigneuries, donc aux seigneurs, aux princes justement, qui gouvernent presque sans partage sur un État, voilà, une entité territoriale.
Donc, et là, non, là, c'est simplement si vous voulez, une propagande, une forme de propagande politique à travers l'image. Une façon de célébrer le bon gouvernement hein, de cette élite, on va dire, comment dirais-je, de magistrats hein, qui sont au pouvoir, d'oligarques, qui donc à travers cette fresque, hein, mettent en avant leur capacité à gouverner, à bien gouverner, encore une fois, la ville de Sienne, la campagne siennoise, à la rendre prospère, ordonnée, riche, voilà, bien organisée, etc. Donc c'est un coup de pub, si on veut. Et bien sûr, Ambrogio Lorenzetti qui répond aux attentes de ses commanditaires. Donc c'est vraiment un manifeste un peu de propagande qui célèbre donc ce bon gouvernement. Hein, et donc non, ça n'a rien à voir. Là, pour le coup, je me permets de dire que ça n'a vraiment rien à voir avec Machiavel. Hein, mais d'ailleurs, on est bien avant la période de l'époque de Machiavel. Bon, ben, je crois que Hilario, on peut vraiment te remercier hein, pour cette belle leçon de lecture du paysage hein, qui va sans doute beaucoup nous apporter hein, pour notre travail futur. Et